Donc, je vous demande encore 10-15 minutes avant de pouvoir aller au cocktail. C'est un témoignage de Christophe Gruau qui est parti le 1er mai dernier de Varsovie, qui a traversé toute l'Europe à la rame. Il est arrivé le 18 juin à Paris. Je crois que les autorisations pour nager, non, t'as pas nagé, non, t'as ramé. Pour ramer sur la Seine était beaucoup plus compliqué, donc comparativement avec d'autres pays. Et donc c'est un témoignage un peu parce que ce que Christophe a vu du coup le long de ces 2000 et quelques kilomètres en traversant 5 pays, bien il va nous en parler un petit peu maintenant. Merci. Alors attends, ça il faut que tu le... Bonjour tout le monde. Comment je fais pour dupliquer ça? C'est quoi dans la coursive magique là? Non mais attends, je sais pas le transférer. Comment je fais? Ça arrive, hein, le cocktail se rapproche, vous inquiétez pas. Attendez, on arrive. Comment on fait? Help. Attends. Voilà. J'ai compris. Ok. Tu la verras pas du coup. Mais... Ouais, magnifique. Je vais essayer là. Alors j'ai bien compris, il y en a qui sont pressés par là. Donc je me présente, je m'appelle Christophe Gruau. Je vais vous mettre des petites vidéos, ça sera déjà un peu plus animé. Je vais essayer de faire court en effet, en 10 minutes. Voilà, faut 10 minutes, j'y crois pas, hein, mais bon. Je vais être honnête avec vous. Voilà. Donc en effet, l'Europe à la rame, je commence par la vidéo et au fur et à mesure, vous allez avoir les réponses aux questions potentielles. On peut attaquer la suite? Vas-y. Enfin, c'est parti. Allez, une petite vidéo courte. Du coup, il faut que tu la mettes. C'est un beau voyage que débute demain Christophe Gruau. Il est notre homme du jour. C'est un aventurier amoureux de la nature qui va traverser l'Europe à la rame sur les cours d'eau de Varsovie jusqu'à Paris. Une expédition qui a une dimension scientifique. Il va prélever des échantillons d'eau pour juger de la pollution des rivières. Abel Fernandez et Alexandre Kerr. Un tour du monde du vivant en 48 jours. 2023 km à la force des bras. Voilà ce qui attend Christophe Gruau à partir de demain. Donc ça, c'est juste la présentation rapide. Vous avez vu, ça a été rapide. On va attaquer la suite. Donc le parcours. Le parcours, que voilà, magnifique. J'ai ça. Le parcours, je vous le montre d'abord une première fois, je vous le remontrerai davantage. Le départ, c'est fait... Ah, ça, c'est la suite, pas encore. Ah, c'est moi? C'est toi. Ouais, je suis trop fort. C'est toi qui as appuyé. C'est pas, j'y suis pour rien. Tiens. Est-ce que j'ai appuyé? C'est magique. Tu as appuyé sur la flèche, je pense. Laquelle? Bon. Je l'ai regardé. Je regarde plus la flèche. C'est peut-être voilà. Bon, le parcours, je vais faire simple. Départ de Varsovie le 1er mai de cette année. En fait, au départ, c'était Moscou-Paris à la rame qui était prévu, c'est-à-dire 4134 km. Départ évidemment de Moscou, vous connaissez l'actualité. Donc la Russie et la Biélorussie, ça a été coupé, c'est pas accessible, donc je suis parti directement de Varsovie. Le parcours est intéressant parce qu'en fait, c'est uniquement parcours d'eau douce continue. C'est-à-dire que je passe différents biefs de partage, différentes crêtes, donc sans jamais sortir le bateau de l'eau. Ce qui va nous permettre justement dans les études, et entre autres c'est pour ça que le muséum a participé, pour savoir entre autres au niveau des poissons migrateurs, comment ça circule sur le parcours, et d'autres espèces invasives par exemple. Donc départ du 1er mai de cette année, 1er mai parce que c'était une date qui correspond au 1er mai 2004 où la Pologne est rentrée dans la communauté européenne, donc c'était symbolique. J'ai pris cette date-là. Et arrivé le 18 juin à Paris, pas besoin de vous expliquer pourquoi, l'appel à la résistance, c'était encore un petit signe comme ça. Voilà. Le parcours en général, c'est la Pologne 15 jours, l'Allemagne 15 jours, Pays-Bas 4 jours, Belgique 4 jours, France 1 semaine. Vous allez voir, la France c'est petit, mais c'est compliqué, comme d'hab. Vous connaissez le problème. C'est ce que j'explique aux enfants en général. C'est que le plus dur dans le parcours, c'est l'administration française. Alors, je dis ça, je dis rien. Si je clique ça. Alors, le bateau est très particulier. C'est un bateau qui permet de ramer et de voir vers l'avant. C'est unique. Il n'y en a pas 2 comme ça. L'avantage, c'est qu'au niveau de la recherche, pour moi, c'était pratique d'aller directement au point qui m'intéressait. Et puis d'accéder à tous les cours d'eau, en fait. Voilà. Jean-Marc Fage, c'est le constructeur du bateau.
Donc l'objectif, justement, c'était à la fois un axe scientifique, un axe sportif et un axe pédagogique. Ça va trop vite. Hop là, si je fais ça, ça fait quoi? Il faut l'arrêter. Et on l'arrête. Où est-ce qu'on débranche? Non, ça marche pas. Non, ça donc oui, donc en fait, il y a plusieurs axes sur le parcours. L'idée, en effet, c'est d'avoir un partenariat scientifique avec le Muséum national d'histoire naturelle. Donc, ce sont... Attends, je sais qu'il y a un petit laser là-dessus. Ça se lance tout seul, en fait. Ça se lance tout seul? Ouais. C'est fort. Il va falloir que je fasse très court, alors. Je touche plus. Voilà. Non, mais je pense que c'est quand je mets en plein écran que ça... C'est pas grave. Et voilà. Et voilà. C'est fort. L'équipe est prêt, la pompe, le filtre, le tuyau, dans l'eau. Continue en fond, là, je sais Le pas. chronomètre. 5 minutes. Lui aussi, il est pressé, à mon avis, pour le cocktail. C'est bon, là? Ouais, c'est bon. On va faire ça avec ça. Voilà. C'est parti. Non, vas-y, fais-le. Bon, donc, je reviens. 3 axes. Un axe sportif, bon, évidemment, le parcours sur 2000 km. Je faisais en moyenne, je ramais en théorie de 6 heures à 8 heures par jour, et en fait, je faisais entre 10 et 14 heures parce que je traînais un peu. Il y avait un axe évidemment scientifique, donc entre autres environnemental, et un axe pédagogique. Donc, dans la partie du muséum, donc, il y avait 5 scientifiques. Il y a Jean-Baptiste Fini, qui est là, qui s'occupe des perturbateurs endocriniens, Ouais, c'est ton truc. entre autres. Tout à fait. Le but, je sais pas, tu veux que j'en Attends, on va parle peut-être maintenant demander à Léo. Léo, au secours. On a une vidéo qui se lance, on comprend pas pourquoi. Nous, à l'écran, on l'a pas. Logique. Tu veux que je parle de... Pas encore. Pas encore. Toi, ça va juste après. Donc, on a Jean-Baptiste Fini en haut à droite, enfin là, qui s'occupe donc des perturbateurs endocriniens. Donc, j'ai fait des prélèvements sur parcours. On va en parler juste après. Il y a Christophe Lavelle qui est plutôt dans l'art culinaire, qui est un scientifique qui a entre autres participé à différents événements avec les écoles. Nous avons Vincent Prier qui travaille avec Éric Fintin, c'est-à-dire Vincent Prier, c'est l'ADN environnemental. Je vais vous expliquer après. Éric Fintin, c'était entre autres les poissons migrateurs, et à la fin, il y avait Romain Garousse pour tout ce qui était les odonates, donc les libellules. Parce qu'entre autres, mai-juin est intéressant au niveau du parcours, c'est entre autres l'émergence des insectes, et puis en même temps l'éclosion des œufs, d'oiseaux, évidemment. La technique est là, le cocktail se rapproche. C'est laquelle la vidéo La prochaine, c'est celle-ci, la 6. Attendez, on essaye. Je reprends de l'eau. Là, je suis en train de travailler, en fait. On dirait pas. Et voilà. Au boulot. C'est censé s'arrêter, tout va bien. Donc, là, en fait, dans les moments de travail, ça ressemblait à ça. C'est-à-dire qu'en effet, c'est juste de faire des prélèvements à des endroits bien précis, en amont et en aval des villes. Cette eau-là, donc, je l'ai redonnée à Jean-Baptiste lorsque je suis arrivé le 18 juin. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste va en faire avec? Plusieurs choses. Donc, vous verrez demain matin ce qu'on fait avec les échantillons des contenants alimentaires, mais on va faire exactement la même chose avec les eaux collectées. C'est-à-dire qu'on va regarder l'impact physiologique que ces eaux peuvent avoir. Donc, on a des modèles qui sont des modèles validés par l'OCDE pour regarder l'impact sur les hormones. Donc, on va mettre en contact des thétards de Xénope qui répondent plutôt à un stimulus hormone thyroïdienne et aussi des médacas pour un stimulus plutôt œstrogénique ou androgénique. Donc ça, c'est fait par le laboratoire Wedgefrog. Donc on va avoir cet aspect-là, donc l'aspect physiologique de ces eaux. Et on va avoir aussi un impact physico-chimique. Donc là, ça va être juste le dosage de tous les produits et on va dire pH, salinité, acidité, etc. Donc ça va être fait en partenariat normalement avec un projet européen qui s'appelle le projet PARC, dans lequel il y a une grosse partie environnement. Et la troisième chose qu'on aimerait pouvoir faire, c'est la partie microplastique. Donc la grande question, et ce que je posais à Célina,
do we have enough with 1 liter to measure the microplastics? We still don't know. Donc on ne sait pas. Ce qui a été fait, ce qui est pour sûr, c'est que par rapport à ce que disait Johnny tout à l'heure, on était toujours au même endroit. Tu t'es mis dans des endroits au milieu de la rivière. Dans le chenal. Voilà. Et donc, en amont et en aval des villes, mais de façon administrative. En amont et en aval des villes. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie perturbateur endocrinien. Hop là, la suite. Le kit est prêt, la pompe, le filtre, le tuyau dans l'eau. Le chronomètre, 5 minutes. C'est parti. Donc l'autre partie du travail, en effet, c'était de faire du pompage. Donc là, c'est un système haute résolution que j'utilise. Donc je vais pomper 30 litres d'eau. Ça se fait, donc là vous avez juste un moment, ça dure 5 minutes, mais ça se fait 6 fois. C'est-à-dire je fais 2 emplacements sur la berge, 2 dans le chenal et 2 encore sur la berge opposée, histoire d'avoir une ligne complète. Je fais en fait ça, un aller et un retour. Donc là c'est facile, hein. Commercialement, je vais vous dire que l'ADN environnemental, ça va se faire en 30 minutes. En fait, il faut à peu près 2 heures, parce que des fois les conditions sont difficiles. Évidemment, les cours d'eau ne sont pas toujours aisés, hein. Je prends l'exemple du Rhin, entre autres, où il y a beaucoup de trafic, donc là, ça complique les choses. L'ADN environnemental va servir à quoi? Sur ce coup-là, on va chercher, entre autres, les poissons et les bivalves. En fait, avec l'ADN environnemental, on peut aller dans tout le domaine du vivant, que ce soit des eucaryotes ou des prokaryotes. Donc, en effet, on peut aussi bien chercher des végétaux que des vertébrés ou autres. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie ADN environnemental. L'autre partie de mon travail, donc, hormis de faire des prélèvements et de transmettre ça après ça aux scientifiques compétents, dont un spécimen est là, mon travail était aussi de partager ça avec les écoles. L'idée, c'est qu'entre autres, les enfants puissent être au courant de ce qui se fait. Dans les écoles, j'ai rencontré des enfants allant de 9 ans à 16 ans en général, parce que ça correspondait à leur programme scolaire. Grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, de 9 ans à 12 ans, les enfants posent des questions sur ce que je vais vivre. Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que... Enfin voilà, les grosses difficultés. Donc évidemment, je me fais plaisir avec l'administration française. Entre 12 et 16 ans, c'est surtout des questions sur l'environnement. Et détrompez-vous, ne pensez pas que ce sont des questions basiques. J'ai eu à faire des fois des questions super pointues. Donc c'est bien, ça fait plaisir de voir que les enfants sont éveillés par rapport à ça. Et après ça, donc ce sont des enfants francophones, mais qui vivent quand même dans des pays, je prends l'exemple de l'Allemagne, où ils ont déjà comment dire, ils sont déjà formatés, ils ont déjà des idées assez arrêtées et précises sur ce qu'ils veulent, voilà, savoir. Voilà, donc ça c'était l'autre partie de mon travail. Donc évidemment, il fallait pour cela, quel bouton, c'est celui-là, pouvoir passer du temps avec eux. Ouais, ça marche, du premier coup. C'est pas plein écran, mais vous comprenez le principe. Donc là, je suis à Varsovie, au bord de la Vistule. Là, je suis à Nimègue, au bord on va dire, du Rhin. C'est une des branches du Rhin. Là, je suis sur Compiègne, au bord de l'Oise. Bon, coup de bol, il y avait toujours du beau temps. Sinon, parfois, on faisait ça en classe. Hein. À Berlin, on était directement dans l'école. Bon, on est là pour parler du plastique. Donc, je vais vous parler du plastique. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu sur 2000 km? Bougez pas, le plein écran, c'est ici. Presque ça. Je m'améliore. Si, je m'améliore. C'est derrière. C'est derrière. Non. Presque. Ouais. Toujours pas. Ça s'améliore. Je vous garantis, dans un quart d'heure, on va y arriver. C'est ça? Non, c'était la copie de la carte que l'on va remettre en évidence. En fait, bon, je vous ai expliqué, hein, la durée à peu près des parcours. En Pologne, c'est 600 km. La distance est importante pour la suite. Je vais vous expliquer pourquoi après. Comment ça se passe? La partie polonaise, sur les 600 km, donc il y a... je vais commencer par la Vistule, qui est un fleuve. Je termine par l'Oder, qui est un autre fleuve. Et entre les deux, donc de la rivière, en général, c'est particulièrement sauvage. Ils laissent vraiment la nature gérer tout ça. Au niveau plastique, pour faire simple, j'ai pas vu grand-chose. Mais quand je dis pas grand-chose, c'est vraiment... je cherchais du plastique sur la Vistule, j'ai mis 5 jours, j'ai rien vu. Bon, d'accord, il n'y a pas trop de barrages, il y a beaucoup de courant, donc ça circule vite. Ceci dit, dans la végétation, je n'ai rien vu traîner, parce que lorsque je fais des prélèvements, j'ai le temps d'observer la végétation. Donc la Pologne, ça a été très très propre. Au niveau de l'Allemagne,
dans la partie, donc, qui dit très propre aussi, donc beaucoup de nature, hein, des castors, enfin tout un tas d'animaux sympathiques à voir. Au niveau de l'Allemagne de l'Est, donc là ça a changé d'ambiance, c'est-à-dire toujours pas de plastique. Beaucoup d'humains, par contre, beaucoup plus à proximité de la rivière. Mais ils font ça de façon à ne pas être trop intrusifs. C'est-à-dire qu'ils installent, on va dire, des petits cabanons et ils laissent autour d'eux toute la végétation. Il y a une bonne diversité par rapport à ça. Arrivé après ça, donc sur l'Allemagne de l'Ouest, donc j'arrive sur une partie industrielle. Les berges, c'est surtout du béton, très peu de nature. Il y a quand même de la nature, mais il faut chercher au ras des pâquerettes, c'est qu'à le dire, quand il y a des pâquerettes. Toujours pas de plastique, donc jusque-là tout va bien, je continue la promenade sans difficulté. J'arrive donc en Pologne, rien à voir, j'arrive aux Pays-Bas, donc la partie bleue, ah oui j'ai oublié de voir quoi que c'est marqué, la partie bleue c'est dans le sens du courant, la partie rouge c'est dans le sens opposé du courant, donc là c'est pour ma circulation, hein. Et la partie verte c'est sans courant, c'est-à-dire qu'il y en a tellement peu que c'est négligeable. Donc la partie bleue va me permettre, au niveau des Pays-Bas, de rejoindre justement les Pays-Bas, et après ça, de remonter la Meuse en rouge pour justement rejoindre la Belgique. Donc toute cette partie-là, en Hollande, eux, ils gèrent ça différemment. Ils gèrent le sauvage avec du sauvage. Ils font pas mal de réensauvagement. Les berges, ils mettent des animaux sauvages, que ce soit des aurochs ou des chevaux, pour justement gérer ça. Donc, je me suis arrêté sur quelques plages, parce qu'il y a quand même des plages de sable fin sur le Rhin. J'ai pas vu de déchets plastiques. Alors, encore une fois, c'est purement visuel, hein. C'est Jean-Baptiste qui pourra en dire davantage après. Et après ça, arrivé donc sur le parcours, évidemment, il y a bien un moment où je vais arriver à voir quelque chose. J'arrive en Belgique et là on commence un peu à changer d'ambiance. Ça ressemble à ça, en raté, ça ressemble à ça. Voilà, bienvenue en Belgique. Bref, donc évidemment ça surprend, sachant que ce cours d'eau là c'est la Meuse qui va justement se déverser, enfin qui va passer en Hollande. Et en Hollande je n'ai pas trouvé ça. Ce qui se passe, c'est que comme il y a du courant, les bateaux ont besoin de circuler, donc il y a des écluses pour pouvoir les faire passer, pour pouvoir les faire circuler justement sur la Meuse et pouvoir monter justement. Les barrages filtrants se font, enfin les parties de captation de déchets se font à chaque, non pas à chaque écluse, mais à chaque barrage, puisque qui dit écluse, il y a barrage pour gérer le flux d'eau. Visiblement, alors en Belgique, je commence directement comme ça, hein. Là je suis à Liège, c'est quasiment la première grosse ville que je croise. Je me dis, bon là je suis quand même évidemment un peu surpris et choqué. Quand je vois des pêcheurs attendre des poissons, je leur dis, mais récupérez du plastique, hein, ça sera plus facile. Ce genre de plastique là, bon, je pense, et je me dis, comme je vais rejoindre la France, je vais devoir passer une crête, hein, pour passer en France, il faut que je remonte donc la Sambre. Hop, on va passer à la carte suivante. Donc ça, c'est juste un exemple de ce que je récupère. Parce qu'en fait, le bateau, j'ai oublié de préciser, j'ai une zone devant moi pour pouvoir travailler avec comment on appelle ça, là où on travaille, les trucs scientifiques, la paillasse, voilà. J'ai ma paillasse, excusez-moi, j'avais oublié le mot. J'ai ma paillasse devant moi, et derrière, je suis censé avoir mon espace pour me reposer, pour pouvoir me détendre. Mais je récupérais tellement de cochonneries que je ne pouvais plus, hein. Donc en fait, là, on voit déjà de tout. Petit aparté, on a aussi bien du panneau de signalisation que des jouets. Le tracteur, là, en fait, dedans, il y a quand même une batterie et un moteur électrique. Plus du déchet plastique habituel, que ce soit des canettes ou autres. Voilà. Donc, je reviens sur mon parcours en Belgique. Voilà. Raté. On commence ? Ouais, ça marche. J'ai un petit laser. Bon, ça y est, Jean-Baptiste, il a fui, il est au cocktail. Eh, laisse-nous-en, hein. Ça serait sympa. Alors, j'ai un petit laser là-dedans. Abracadabra. Ouais, je l'ai là. Donc là, j'ai la frontière. Là, c'est cette partie-là, c'est la partie hollandaise. Je vais donc, ça c'est la Meuse, tac, 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 tac. Et à partir de Namur, ici, je vais prendre la Sambre. Alors, je vais vous en parler longuement parce que de ici à ici, j'ai toujours vu la même quantité de plastique malgré les écluses, hein. Chaque petit point comme ça correspond à une écluse. Donc à chaque écluse, toujours autant de plastique. Donc pour passer de ici jusqu'à ici, là c'est la Sambre, c'est là la crête de mer du Nord et Atlantique, je vais encore voir du plastique. Et je me suis dit, mais en fait, au fur et à mesure, ça devrait diminuer en quantité. Voilà. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que sur chaque écluse, je retrouvais toujours autant de déchets. Ballons, extincteurs. Oui, j'ai trouvé pas mal d'extincteurs. Je ne sais pas pourquoi.
D'autres déchets encore comme ça. Je ne vais pas vous mettre que du déchet parce qu'il y en a en quantité, c'était assez phénoménal. Donc, encore une fois, je me rapproche. Pour faire simple, je remonte donc là la Sambre, tac, 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 jusqu'ici, et après ça, je vais prendre le canal latéral, le canal de la Sambre à l'Oise, qui va me permettre de rejoindre, voilà. Donc là, je remonte le courant, j'arrive à une zone sans courant, qui fait 6 km 8, et c'est cette partie-là qui m'intéresse, puisque c'est ici la source qui va me permettre à la fois d'aller dans ce côté-là et de ce côté-là. En me rapprochant de la source, donc, à chaque écluse, mais vraiment, je dis bien à chaque écluse, il y avait toujours cette quantité de plastique. Et donc là, on arrive sur ce qui va me permettre d'aller soit vers la Sambre, soit vers l'Oise. Cette partie-là, comme je vous disais tout à l'heure, faisait 6 km 8. J'ai trouvé plus de déchets plastiques là-dedans que sur les 600 km de la Pologne. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est quand même au milieu de la campagne. Alors évidemment, j'ai été très déçu. Ça faisait des centaines de kilomètres que je ramais. Et à force de voir ça, c'est pas top. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver la source exacte qui se trouve en fait ici, pour être précis. Et donc ce qui alimente ce bassin, enfin ce bief de partage, c'est comme ça qu'on l'appelle ça. Voilà la source, hein. C'est ce petit cours d'eau qui est ici, qui passe par là. Voilà. Ça s'appelle le Sambre. L'autre côté, c'est la Sambre. Donc arrivé ici, je suis allé voir, parce que je suis quelqu'un de curieux de nature, et j'ai pu regarder sous le pont, et qu'est-ce que je vois sous le pont? Je vous le donne dans le mille, je vais vous zoomer ça un peu plus grand. Raté. Ne bougez pas. Je vois ça, alors que je suis à la source. Je ne sais pas pourquoi, il y a déjà du déchet plastique. C'est juste pour dire qu'en fait, du déchet, il y en a partout. Je me suis rendu compte, en fait, la règle, elle est très très simple en ce qui concerne les déchets. Vous arrivez dans un pays, vous regardez l'état des rues. Ce que les gens souvent ne comprennent pas, c'est que ce que l'on jette par terre va se retrouver dans la rivière. En fait, la pluie donc, va justement gérer et drainer tout ça. Là, il a plu dernièrement à Paris. J'ai eu le plaisir de regarder les égouts, enfin les caniveaux, voir ce qui passait. J'ai vu évidemment beaucoup de mégots. Mais tout ce que les gens jettent, en général, termine de toute façon dans la rivière et termine, vous savez, dans l'océan, si jamais c'est pas filtré avant. Voilà. Tout en déversant déjà toute une quantité de cochonneries. Voilà, donc juste le message à vous faire passer, en effet, c'est que je pense que chez nous, en France et en Belgique, et d'autres pays que je n'ai pas encore fait certainement, l'état des rues est très révélateur, il y a quand même un problème d'éducation. Voilà. Si des gens arrêtaient de jeter par terre, ça serait déjà une bonne idée. Voilà. J'ai fait très court, j'ai fait une synthèse. Petit aparté, je vais me faire plaisir parce qu'il y a des Parisiens dans la salle. Juste petit aparté là-dessus. Alors il y a un cours d'eau qui nous intéresse particulièrement, la Seine, forcément, Sonia. Et est-ce qu'on pourra un jour se baigner dans la Seine? Alors ça c'est le vieux rêve de Jacques Chirac. Et bien sûr, vous allez nous dire qu'il est en passe de se réaliser. Ben oui, en réalité on pourrait presque là déjà, maintenant se baigner dans la Seine, même si c'est interdit depuis 1923. Les dernières analyses qui ont été réalisées il y a quelques jours sont excellentes d'après la mairie de Paris. Ouais, c'est vraiment pas top. Qui c'est qui veut faire un truc, une piscine là dans la Seine? Ouais. Comment vous dire? Sans moi. Et les épreuves de triathlon et de nage libre pourront se dérouler, nous dit-on, sans aucun problème dans la Seine. Ah bah regardez, encore une fois, un autre. J'y peux rien, hein. Petite capote. Elle est là la petite capote. Paris, ville de l'amour. Je crois que au moins ça donne la direction. C'est le résultat d'importants travaux d'aménagement qui ont été réalisés ces dernières années en vue des JO de Paris. Je pense que je vois encore un autre poisson crevé. Alors, il y en a qui vont se dire « Ah, mais non, mais c'est pas vrai, il exagère. » Je vais pas dire que j'en vois deux parce que je vois deux trucs blancs. Mais je pense que là, j'en ai encore deux. Est-ce que vous confirmez que la Seine n'a jamais été aussi propre? C'est pas forcément évident quand on habite Paris, on la voit. Moi, je suis un observateur. Ouais, donc je vous dis ce que je vois visuellement. Petite photo, parce qu'on pourrait dire « Mais non, mais t'exagères. » Allez, soyez, vous êtes filmés. Tu l'as vu? Ah, oh, bah c'est dégoûtant, je roule dessus.
Allez, j'en ai un autre là-bas qui veille. J'en suis à 7. Les dernières analyses qui ont été réalisées il y a quelques jours sont excellentes d'après la mairie de Paris. C'est le résultat. Et sans déconner, c'est quand même la honte, hein, je trouve. Ça, c'est un poisson. Et la photo qui va suivre, ça sera encore un poisson. Avec du plastique. Ah, bah j'en vois encore un autre poisson crevé. Là-bas. Bref. Bon, vous avez un doute? Je vais vous le chercher. Je trouve quand même plus de bouteilles que de poissons. Mais je trouve quand même trop de bouteilles et trop de poissons, je trouve. Et alors où est-ce que je suis situé? Oui, parce qu'on va me dire, oui, mais tu es peut-être dans un autre pays après tout. Peut-être que c'est des fausses images. Ouais, j'aimerais bien en fait, mais non, non, j'aimerais même pas du tout. Attends, tu prends pas mes plastiques toi là-bas derrière, je t'ai à l'œil. Je suis à... Bougez pas, hop là. On va faire simple, regardez, je fais une capture d'écran, ça enregistre? Ça enregistre. Alors je vais faire une capture d'écran, c'est-à-dire je vais sur Google Maps, voilà, j'y suis, je lui demande où suis-je, je suis là, merci Google Maps. Voilà, je mets quelques villes autour, comme ça on verra. Le Vésiné, Saint-Germain-en-Laye, oh bah ouais tiens. Voilà où je suis, voilà, je suis le point bleu au milieu de l'écran quasiment. Et dès l'année d'après, 2025, tous en maillot, Jean-Mathieu, 3 sites de baignade ouvriront à Paris. Depuis 2017, on peut déjà se baigner chaque été dans le bassin de la Villette et ça sera possible aussi dès ce week-end. Bon alors, voilà l'autre. Et c'est toujours la même marque de poisson, le même modèle. C'est marrant, ce sont que des gros. Ça vous met un appétit pour le cocktail. Alors on a vu tout à l'heure dans votre portrait que vous avez traversé le désert en ULM. Là c'est l'Europe à la rame. Quel est votre prochain projet? Il y a encore plein de choses à faire en Europe, hélas. Donc voilà. Après ça, non, il y a plein d'autres projets. Ça peut être aussi bien une exploration quelque part en Amazonie ou autre. Donc non, en fait, la planète est un terrain de jeu. Donc, vous n'en avez pas un particulier en ce moment sur lequel vous travaillez? Non, d'abord je m'occupe déjà d'avoir des résultats et de partager les résultats. Voilà, et donc ces résultats, c'est dans 3 mois, c'est ça? Alors les résultats sont dans 3 mois, l'analyse des résultats, et on fera surtout un événement pour, évidemment, c'est intéressant et c'est bien de parler du parcours, mais c'est bien aussi de dire le résultat de ce que ça a donné mi-janvier. Mi-janvier, on fera ça officiellement. Voilà, pour voir à quoi ressemblait votre périple, on peut aller aussi sur le site internet, hein, l'Europe à la rame. Oui. Pour voir, il y a des vidéos, on voit que c'était pas toujours simple. La restitution mi-janvier. Voilà, donc on aura fini en fait cette expédition-là à cette date-là. Voilà. Dernière petite chose quand même, ça va durer 20 secondes et après ça je vous libère. Si je fais pas de conneries, ça devrait durer 20 secondes. Elle est où ma souris? Plus de souris, elle est partie? Elle est revenue? Toujours pas. Il est là, il est là. Ah ouais, viens par là. Elle est là. En fait, ce que je voudrais juste vous montrer quand même, c'est qu'un monde avec plastique et des poissons crevés, j'en ai vu, certes, il n'y avait pas que ça. Voilà, je joue mes 20 secondes de ça. C'est la sensation que ça donne quand on rame et qu'il n'y a pas de plastique. Là, je suis en Allemagne. Enfin, je dis qu'il n'y a pas de plastique, mais il y en a peut-être en petits morceaux, mais je ne le vois pas. Voilà. Voilà. De rien. Merci.